instant. Bonsoir à tous et encore bienvenue à notre premier événement online. Voilà, de notre ville. Déjà, je me présente rapidement. Je suis Dimitri de notre GDG et aujourd'hui, je me propose comme modérateur avec Martin Lô. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Pour ce que nous réserve tout ça, toutes ces surprises. Donc, le programme est, il y aura des annonces. Nous sommes nous avons des, et il y aura quelques annonces intéressantes déjà, avec une annonce bonus à la fin. Voilà. Et le truc avec entretenir sur très intéressant. Donc, c'est un sujet qu'on voulait aussi partager avec justement ravi avec nous. Après, par une session de questions-réponses. Euh, le Libreville, donc développeur et représentation de Google ici basé à Libreville, piloté par dans le libre de promo et les technologies open source et les technologies Google. Des, des développeurs. Voilà. Vulgariser les technologies. Développer et aussi. Donc, en ce moment, les effectifs des jeunes et mission. On organise beaucoup d'événements pour partager et échanger développeurs justement autour des technos qui ne cessent de naître et d'évoluer. Donc, comme mission, objectif, donc, comme mission et objectif, les événements, voilà, et aussi que également la compétence valorisée et de notre écosystème. Voilà. GDG, donc, groupe de développeurs, groupe de vulgarisation
Google, notamment déjà la plateforme qu'on utilise là et les outils de présentation qu'on utilise au quotidien. Donc, notre principale cible, c'est vraiment cette technologie de manière générale. Vous voulez rentrer en contact avec nous, on est présent depuis toute une page, tout un postulé de membres en ordinateur, auquel cas vous serez né des euh, ce que vous pourrez apporter à la communauté, ainsi de suite. Donc, nos principales activités de ça, on organise des pour avoir des informations, on va dire ça, et pouvoir les utiliser, qui sait, dans des projets, voilà. Une techno qui n'est pas nouvelle, pas utilisée. Et je pense qu'avoir des éléments de réponse de ce ça, on devrait même l'adopter. Donc, on a quelques années. Je vais laisser Romaric détailler un peu parce que il faut bien. C'est bon. Il faut bien Allô? organiser des choses. Entendez? De ce fait, Romaric. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir Dimitri, bonsoir Martin. Merci de m'avoir passé la parole. Je me présente, je suis Romaric Manga. Je suis organisateur du GDG Libreville. Je suis aussi développeur Android. Donc, je vais passer à la partie annonce. Allez, ça commence par Android directement. Alors, la développeur preview 2 d'Android est maintenant disponible. Donc, ici, on a la roadmap, les différentes étapes avant d'arriver à la release finale. Donc, Android 12 vient avec pas mal de nouveautés, notamment un que j'ai un peu sorti du lot, qui permet de pouvoir appliquer des effets sur les effets graphiques sur nos différentes vues. Donc, avec la classe Render Effect, par exemple, on a la possibilité d'appliquer un effet de flou, donc un blur effect, sur une vue. Donc, il y en a pas mal de nouveautés. Donc, je vous incite à aller avoir plus d'infos à l'adresse en bas. Donc, la suite. Donc, après cet événement-là, nous aurons un autre événement au sujet d'Angular. C'est vraiment un get started pour montrer les faiblesses et les avantages d'utiliser cette techno-là, effectué par Yacouba Adam, donc le 27, la semaine prochaine. Donc, suivi d'un événement Women Tech Maker de Libreville, donc les femmes à l'honneur. Donc, ce sera la Journée internationale de la femme 2021 qui aura un événement le 17 avril
2021 à partir de 17h. Donc, je vous invite aussi à vous inscrire à cette adresse pour éviter d'être banni lorsque l'événement va commencer. Donc, c'est vraiment un événement qui montrera en fait la place de la femme dans le milieu de la tech, l'écosystème digital. Ok. Donc, cette partie-là, en fait, c'est bon. Je vais zapper. Ok, donc, fini la partie annonce. On va rentrer dans le vif du sujet avec Martin. Donc, Martin, je te passe la parole. Super, merci Romaric, merci Dimitri. Je suis super content d'être là avec vous ce soir pour parler GraphQL. Alors, c'est le moment où je partage mon écran. Hop. Et voilà. Alors du coup, on n'est pas très nombreux, donc je vous encourage à faire le truc le plus interactif possible. Comme je me suis mis sur mes slides, je vois plus forcément, je vous vois plus, mais j'ai quand même le chat sur mon téléphone. Donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser. Et puis voilà, on peut modifier le cours de la présentation en temps réel. Pour me présenter rapidement, Martin, j'habite à Paris, je travaille pour Apollo, une société qui fait plein de choses autour de GraphQL. Avant ça, je travaillais chez Dailymotion, c'est là où j'ai commencé à vraiment faire du GraphQL, parce que Dailymotion a migré son monolithe PHP dès 2016, donc ça a été une société à faire du GraphQL. Et moi, j'ai été développeur Android chez Dailymotion et ça m'a vraiment bien plu. Donc, je me suis mis à contribuer au projet Apollo Android et c'est comme ça que j'ai fini par travailler chez Apollo. Ça existe toujours, Yves, ça existe toujours. Tout ça pour dire que je fais beaucoup de GraphQL, je fais beaucoup de Android, beaucoup de Kotlin. Mais j'ai pensé cette présentation vraiment de manière plus générale parce que je sais qu'il n'y a pas forcément, tout le monde ne parle pas forcément le Kotlin dans l'audience. Donc voilà, ça va être une présentation rapide, donc assez haut niveau, de ce qu'est GraphQL et de qu'est-ce que ça nous apporte par rapport aux technologies existantes. Donc j'ai 5 points. Je vais commencer par un petit peu d'histoire. Après, on se penchera vraiment sur le GraphQL, qu'est-ce que c'est, la spec, les différentes définitions, le type system. J'ai une petite démo au milieu pour faire une petite pause. Et après, on se penchera plus sur les aspects pratiques, avantages et inconvénients du GraphQL. Pour reprendre l'histoire au tout début, ça commence en 2012. C'est le top du mobile. Enfin voilà, tout le monde commence à avoir un téléphone mobile. Et ça commence chez Facebook. Donc Facebook, au début, c'était pareil que Dailymotion, un peu un gros monolithe PHP. Et ils se sont dit, on va faire... tout le monde a un mobile, donc on va faire un site web mobile. Et puis après, tout le monde a une tablette, donc on va faire un site web tablette. Et puis, il y a eu les stores qui sont apparus, donc on va faire pareil, une application iOS et puis une application Android. Et à chaque fois, ils se sont mis à refaire un back-end pour chaque application, chaque site web. Donc, ils se sont dit, plutôt que de faire ça, est-ce qu'on ne pourrait pas penser nos API de manière un petit peu différente, de telle sorte qu'on n'ait plus à faire un back-end différent par service. Et donc, c'est là qu'ils ont commencé à réfléchir à GraphQL. Donc, GraphQL, comme son nom l'indique, c'est une technologie pour récupérer des informations dans un graphe. Donc là, j'ai mis un graphe ultra simplifié de Facebook, de l'appli Facebook, donc avec un feed, avec des posts, des pubs, oui, bien sûr, parce que c'est Facebook, il y a des pubs. Et pour chaque post, un titre, une description, et puis des thumbnails de différentes tailles. Donc, si vous êtes sur desktop, vous allez vous vouloir presque toutes les données parce que vous avez plein de place, vous avez plein de puissance. Donc, vous voulez tous les posts avec les pubs, le titre, la description, et puis le plus gros thumbnail que vous avez pour avoir les belles images, voire même les images en taille réelle.
Si vous êtes sur mobile, bon, bah, à la place du gros thumbnail, vous allez vouloir un thumbnail un peu plus petit pour pour gagner un petit peu de bande passante. Et puis, bah, si vous êtes sur une smartwatch, peut-être que vous n'allez pas vouloir afficher toute la description, donc juste le titre sur le petit écran, ça suffit. Et donc ça, pour faire ça, ils ont pas été chercher très loin. En fait, ils se sont inspirés du JSON et ils ont créé leur propre langage de requête qui s'appelle GraphQL. Donc je l'ai pas dit au début, mais GraphQL c'est pour Graph Query Language. Et donc, alors est-ce que vous pouvez voir, ouais, je peux mettre le pointeur là. Et donc là, vous avez une query. Donc ça, c'est une query GraphQL. On verra un peu tout à l'heure ce que ça veut dire, qui demande le feed, tous les nodes, donc tous les postes pour chaque élément, et à chaque fois le titre, la description et le thumbnail en taille XL. Voilà, ça c'est envoyé au serveur, et en retour, bah, vous avez les données que vous avez demandées, et uniquement ça. Donc si je compare à du reste, du truc classique, donc le reste, a priori, ça a l'air plus simple. Vous avez juste un endpoint, et puis vous appelez ça, vous récupérez un JSON. Sauf que dans votre JSON, par exemple, là, vous avez tous les thumbnails possibles avec toutes les tailles possibles de la Terre. Typiquement, c'est ce qu'on avait à Dailymotion au début. Bon, bah, c'est bien, mais c'est dommage parce que ça fait transférer des données pour rien. Voire même pire, si jamais vous pouvez avoir des objets embarqués dans votre JSON. Par exemple, il peut y avoir l'auteur, là j'ai mis Martin, mais ça peut être un objet encore plus profond. Et donc, ça fait perdre de la place et de la bande passante. Donc ça a bien marché, ça a vraiment bien marché pour Facebook, et donc ils l'ont open sourcé en 2015. Voilà, c'est là que Dailymotion a commencé à regarder un petit peu. Et c'est maintenant complètement en dehors de Facebook, vu que c'est géré par une fondation qui s'appelle la GraphQL Foundation et qui est hébergée par la Linux Foundation, maintenant depuis 2018, je crois. Je vous ai mis là les deux liens de la spec. Donc la spec officielle, et à savoir que du coup c'est open source et donc complètement ouvert. Si vous voulez contribuer, c'est super facile, enfin c'est super facile. C'est super facile d'ouvrir une issue. Après, c'est long, il y a un process pour, bien sûr, parce que ça a un gros impact de modifier la spec, mais c'est un process complètement ouvert. Donc c'est possible. Alors, question de Albert. GraphQL fonctionne avec quel système de base de données ou alors uniquement avec du NoSQL? En fait, c'est complètement agnostique. Tu as raison, j'aurais dû commencer par ça. C'est un langage, c'est vraiment un protocole de communication. Donc, en ce sens, c'est comme du REST, c'est comme du HTTP. Tu peux le brancher sur la base de données que tu veux. Derrière, c'est aussi pour ça que ça marche bien, entre guillemets. Si je reprends l'expérience Dailymotion, ça permet de faire des microservices dans des langages complètement différents, avec des bases de données complètement différentes. Donc, tu peux très bien avoir du MongoDB qui est branché sur du GraphQL, et puis un autre service qui est, je ne sais pas, je ne suis pas un expert back-end, moi, mais qui fait du PHP, qui fait du Postgre. Donc, tout ça, c'est possible. Voilà, alors il y a plein de questions. Donc, juste pour répondre à Yves, c'est une alternative à REST, exactement. Je parlerai un petit peu plus tard là-dessus. Mais voilà, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui est un peu mieux que le reste. Bon, j'avance un petit peu pour l'instant. Je vois qu'il y a des questions que j'aborde un peu plus loin dans le document, donc j'avance un peu, mais continuez à poser les questions, et puis je reviendrai dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça a vachement bien marché. Et la spec là que vous voyez, elle date de 2018, mais il y a un draft. Je pense qu'il y a une nouvelle version qui va sortir bientôt, parce qu'il y a pas mal de modifications dedans. Pour aller un peu plus dans qu'est-ce que c'est que le GraphQL et qu'est-ce que c'est que le langage. Donc c'est un langage en fait. C'est un langage, donc c'est pas un langage de programmation, c'est un langage de requêtage. Donc vous avez des objets. Là, c'est un objet que j'ai pris de l'API GitHub, par exemple. Et à l'intérieur de ces objets, vous avez des types scalaires. Voilà.
Donc, dans les scalaires, il y a par exemple des chaînes de caractères, des entiers, des floats, des booléens. Ils ne sont pas allés chercher très loin l'inspiration. C'est vraiment les mêmes types que vous avez en JSON, mais avec un système de type un peu plus fortement typé. Dans les objets, vous pouvez aussi avoir d'autres objets. Par exemple, là, dans GitHub, vous avez un objet user qui a un sous-objet status. Et vous pouvez aussi avoir des listes. Si vous voulez avoir tous les commentaires d'un utilisateur, c'est aussi possible. C'est quand même un peu plus puissant que le JSON parce que ça permet de faire de l'héritage, du polymorphisme. Vous avez des unions et tout ça. Et un truc que j'adore, moi, faisant du Kotlin, c'est que ça gère aussi la null safety. Donc, par défaut, en GraphQL, tout est nullable, mais on peut rendre les objets non nullable en mettant un point d'exclamation ici. Donc, c'est l'inverse du Swift ou du Kotlin. Pour ceux qui font du Swift ou du Kotlin, par défaut, c'est non nullable. En GraphQL, c'est nullable par défaut. Ouais. Attends, je reviens là. Il y a une question? Ouais. S'il n'y a pas de question, je continue. Le mieux serait de continuer et on viendra avec les questions à la fin. Ok. Qu'est-ce que je voyais d'autre? Donc, c'est un langage pour faire des protocoles de communication, en fait. Vraiment, c'est un langage pour faire de la communication. Ce n'est pas un langage de programmation, mais ça permet d'interroger un backend. Et pour interroger le backend, vous avez plusieurs types d'opérations. Comme en REST, vous avez le get et le post. En GraphQL, vous avez les queries. Ça, c'est l'équivalent d'un get. C'est pour récupérer des données sur votre serveur. Vous pouvez passer des variables et des paramètres, donc comme en REST, comme dans un get, exactement. Et il y a des mutations, donc ça, c'est pour modifier des données sur votre serveur. C'est l'équivalent d'un post en REST. Il y a aussi des subscriptions. Donc les subscriptions, c'est... Alors ça, c'est intéressant, c'est une sorte de WebSocket qui permet d'avoir des notifications quand quelque chose change dans votre graphe. Donc par exemple, si je veux avoir une notification à chaque fois que quelque chose, qu'il y a un nouveau commentaire sur le repo Apollo Android, eh ben, je peux envoyer une subscription et je vais recevoir un message à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change. Donc, petite démo. Hop. Petite démo basée sur l'API de GitHub, qui est vachement bien faite. Voilà. Ouais, on t'entend. Vous m'écoutez? Donc, du coup, avec GraphQL, l'avantage, c'est que vous avez plein d'outils. Et un des outils qui vient avec GraphQL, c'est Graphical. GraphQL, je pense que ça se prononce Graphical, qui permet de tester n'importe quelle query, n'importe quelle requête. Donc là, je suis directement sur le site de GitHub. Et en quelque sorte, c'est la documentation de l'API de GitHub. Par exemple, je peux aller là, dans Doc, et là, j'ai tout ce qui est disponible dans l'API GitHub. Donc, je vois que je peux faire soit une query, soit une mutation. Donc, je peux soit récupérer des données, soit modifier des données. Et dans une query, là, je vois tout ce qui est disponible dans l'API de GitHub. Et donc, ça, c'est grâce à GraphQL que je peux avoir tout ça. Par exemple, je ne sais pas, moi, est-ce que je peux avoir un repository? Voilà, je peux avoir un repository, et je peux cliquer sur le repository, et à l'intérieur du repository, je peux voir tout ce qui est disponible. Donc, pour faire une requête assez simple, j'appuie sur Play. Donc là, c'est une query qui demande le viewer avec juste le login. Et puis, on voit que c'est bon, c'est top, ça marche.
Si je ne sais pas ce que je veux marquer, normalement, voilà, il y a l'autocomplétion, donc ça, je trouve ça aussi vachement bien. Est-ce que j'ai mis la société pour laquelle je travaille? Oui, j'ai renseigné mon profil, donc. Et donc là, je peux demander des choses arbitraires, ma bio, et peut-être aussi mon statut. Alors voilà, là, ça me dit qu'il y a une petite erreur parce que mon status, c'est un objet de type complexe, de type user status, et donc je ne peux pas juste demander ça, il faut que je demande des sous-objets comme l'emoji et puis le message. Voilà, donc j'ai un emoji smiley et ça répond hello. Et je peux faire ça voilà, avec ce que je veux. Si je veux un repository, je peux aussi. Et je peux aussi modifier. Donc, si je veux modifier mon statut, par exemple, mutation. Alors, comment est-ce que... Là, c'est du live, hein, donc je ne sais pas, je n'ai pas regardé la doc avant de venir, mais... faire status. Ah, change user status. Ça prend un input. Et alors là, ça prend quoi comme input? Une status payload, donc il faut un status, donc ça prend un emoji et un message, donc il doit y avoir emoji. Je ne sais pas ce que je veux mettre, je vais mettre wave, je ne sais pas si ça existe. Et message, je vais mettre salut le GDG Libreville. Hop. Voilà, j'enlève les trucs d'avant. C'est petit en fait, j'espère que vous arrivez tous à voir. Sinon, je peux zoomer un peu. Est-ce que je peux zoomer? C'est bon? Ça va? Ouais, si je zoome, super. J'ai le truc plus gros, donc ça aide pas. Donc là, j'ai fait change user status et il me dit encore qu'il y a une erreur parce que voilà, il faut toujours demander quelque chose. On ne peut pas juste se contenter d'envoyer. Il faut demander quelque chose en retour. Et donc là, je vais juste demander le status, la confirmation que ça a bien marché avec mon emoji et puis mon message. Voilà. Il y a même une fonction pour reformater le texte. Oula, ça va vraiment tout reformater, mais OK. Donc là, ça a tout mis sur une seule ligne. J'appuie sur Entrée. Ça me dit que ça a marché. On va aller vérifier. Est-ce que je peux aller vérifier? Il faut que j'aille sur GitHub. Je vais sur mon profil. Voilà, et il y a mon status qui dit, ça se voit pas, c'est en petit, mais ça dit « Salut le GDG Libreville », donc ça a marché, on est content. Donc voilà, c'est quand même comme ça que ça marche, et vraiment sans tricher, ça permet pour le développeur front d'avoir des outils qui permettent de tester, il n'y a pas besoin de Postman ou quoi, ça permet de tester une API très facilement. Alors comment ça marche? Tous ces outils, j'ai vu la question tout à l'heure dans le chat, et j'ai une slide pour ça. La magie de GraphQL, c'est que ça marche tout avec une seule URL. Donc, c'est vraiment un seul endpoint qui fait tout. Je suis désolé, il y a le chat qui veut participer aussi. Oui, il veut faire du GraphQL. Ou sûrement, il veut manger plutôt. Mais du coup, je disais GraphQL, c'est une seule URL qui supporte ce qu'on appelle l'introspection. Donc, l'introspection, c'est la capacité pour chaque serveur de lire tous les types qui sont disponibles. Et c'est grâce à ça que l'Explorer GitHub, que je vous ai montré tout à l'heure, peut générer la doc automatiquement. C'est-à-dire qu'il va demander au serveur directement tous les types qui sont disponibles. Il y a un nœud dans le graphe qui s'appelle schema et qui contient la liste de tous les types. Donc ça, c'est obligatoire dans la spec GraphQL.
il y a tous les types disponibles sur le serveur directement. Donc, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est une seule URL pour un serveur GraphQL et vous avez toutes les infos de doc, etc. C'est auto-documenté. En pratique, c'est super pratique parce que la doc est toujours à jour. Et puis, si jamais vous avez un nouveau service, une nouvelle page à faire, vous n'avez pas besoin d'aller voir votre développeur back pour qu'il rajoute une propriété. Vous n'avez pas besoin de créer un Jira qui soit pris dans le prochain sprint, sauf que les développeurs back, ils sont tous super occupés, ils n'ont pas le temps. Le développeur front, il peut directement aller voir dans le graphe et demander l'information qui lui va bien et dont il a besoin. La question qu'on me pose souvent, c'est comment gérer le versionning dans ce cas-là, parce qu'en REST, on est habitué à avoir du /v1, du /v2, du /v3. Et comment on fait en GraphQL? À la limite, c'est très simple en fait, parce qu'il suffit de toujours rajouter des nouveaux champs, des nouvelles propriétés. Donc dans votre graphe, vous pouvez très facilement, c'est très facile, hein, vous gardez la compatibilité en rajoutant des propriétés et des objets, des nouveaux types, vous pouvez toujours rajouter. Bon, vous me dites, si on rajoute tout le temps, il y a un moment où ça va être dur à maintenir. Mais donc, au bout d'un moment, quand vous avez rajouté beaucoup de nouveaux champs, vous dites à vos développeurs d'utiliser les nouveaux champs, les nouveaux objets, et d'arrêter d'utiliser les anciens. Comment vous dites ça? Avec de la dépréciation. Dans GraphQL, il y a une annotation, ça s'appelle des directives en GraphQL, deprecated ici, qui permet de dire quand un field, une propriété est dépréciée côté backend. Et donc, à partir du moment où il y a cette directive, le développeur front va directement le voir. Il y a des outils qui existent. On peut même, sur Android, par exemple, faire en sorte que votre CI fasse une erreur dès qu'une propriété deprecated est utilisée. Et donc, il n'y a plus besoin de rien dire, en fait. Presque plus besoin de communication entre le développeur back et le développeur front. Tout se fait de manière quasiment automatique avec le tooling. En plus de ça, on peut générer des outils assez sympas en générant du code pour tout ce qui est langage typé. Donc là, je parle surtout Swift, Kotlin, Golang, C. Il y avait la question tout à l'heure de est-ce qu'on peut utiliser GraphQL avec du C? Je pense que oui. Je t'avoue que c'est assez haut niveau comme langage, donc je ne sais pas s'il y a un client C en vrai. Je ne me suis jamais posé la question. Mais il n'y a aucune raison fondamentale qui empêcherait de faire du GraphQL en C. Et l'avantage d'avoir un schéma et de l'introspection, c'est qu'on peut générer des modèles fortement typés automatiquement. Donc, c'est ce que fait Apollo Android, par exemple. On prend un schéma, les queries, et on génère des modèles. On génère aussi tout le code de parsing. Donc, si vous avez déjà parsé du JSON en C, c'est un peu répétitif. Ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer parser automatiquement avec des outils. Voilà, petite page de pub pour les outils Apollo. Donc, Apollo Android, sur lequel je travaille, Apollo iOS, sur lequel mes collègues Hélène et Anthony travaillent, et Apollo Client, qui a aussi des bindings pour de la CodeGen en TypeScript. En JS, vu que c'est moins fortement typé, la CodeGen a moins d'intérêt, mais en TypeScript, c'est possible aussi de faire de la CodeGen. Voilà, donc ça, c'était pour tout ce qui marchait vraiment bien. Là, c'est le tableau un peu idyllique. Bon, il y a quand même, avant de terminer, je voulais quand même faire un petit point sur tout ce qui était limitation. Parce qu'il y en a. C'est plus des pain points, je ne sais pas comment on dit en français, des choses à travailler un petit peu. C'est que grâce à GraphQL, on l'a vu, vous pouvez demander n'importe quelle propriété de votre graphe, n'importe quel objet, n'importe quelle relation. Donc, on peut très bien imaginer faire une requête qui fait 50 mégas et qui demande l'intégralité du graphe de GitHub. Donc, ça, typiquement, les front-ends, ils aiment bien. Les back-ends, en général, ils n'aiment pas trop recevoir des requêtes comme ça. Donc, il y a des manières de gérer ça, principalement avec du monitoring côté back-end. Là aussi, à Apollo, on a des outils qui permettent de gérer ça. On a Apollo Studio qui permet de monitorer le graphe.
C'est aussi possible avec du whitelisting, donc de limiter en gros le nombre de queries que vous pouvez accepter dans votre back-end à un certain set de queries. L'autre souci qui peut arriver, c'est un souci de sécurité. Donc, je vous ai parlé d'introspection tout à l'heure. Quand vous dites à un développeur front que tous les types du graph, du back-end sont disponibles, en général, le développeur front, il est content. Le responsable sécurité, il est peut-être un peu moins content et il va se dire « Ah oui, mais bon, peut-être que c'est pas génial si tout le monde peut voir ce qui se passe dans notre back-end. » Donc là, c'est pareil, il y a aussi des solutions pour gérer ça. Une des solutions, c'est de désactiver l'introspection. Et puis aussi de gérer de l'authentification à chaque nœud. Donc, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure dans l'Explorer GitHub, je ne le remets pas parce qu'il faut que je rechange le partage d'écran, mais en fait, il y a de l'authentification quand vous vous authentifiez sur GitHub. Et pour chaque nœud, ça va vérifier le rôle et si vous avez le droit d'accéder à ce nœud. Donc là, c'est pareil, il y a des solutions. Et enfin, tout ce qui est cache est plus compliqué qu'en REST, parce qu'en REST, vous avez des JSON qui sont assez statiques. Finalement, c'est une route, un JSON, et vous pouvez mettre tout ça en cache. En GraphQL, vous avez des JSON qui sont beaucoup plus dynamiques, donc c'est beaucoup plus compliqué à cacher. Il y a des solutions aussi, là ça nous emmènerait très très loin, mais une des solutions, ça consiste à faire un cache côté client, avec un cache normalisé qui met tous les objets à plat. Mais voilà, donc GraphQL, ça résout plusieurs problèmes, principalement en tooling. Attendez, je crois que j'ai une slide de conclusion pour ça. Tout à fait. Donc si je conclus, GraphQL, c'est un langage de requêtage qui permet d'interroger un graphe pour récupérer uniquement les données dont vous avez besoin, et rien de superflu, donc pour optimiser vos requêtes réseau, et de manière fortement typée. Donc vous êtes sûr que quand vous avez la réponse, elle correspond exactement à ce que vous attendez. L'API est simple, un seul endpoint, auto-documenté grâce à l'introspection, et vous avez des outils qui vous permettent de simplifier le dev et la communication, l'évolution du schéma. Malgré tout ça, il y a encore quelques points qui demandent un travail plus approfondi, comme la sécurité ou le cache. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Je vais arrêter le partage et je pense qu'on peut passer aux questions. Alors je reprends les questions du début. Donc, single endpoint, oui, hein, c'est vraiment un désintérêt, c'est qu'il y a un seul endpoint. Si vous allez sur la doc de GraphQL. Salut Romaric. Oui, les questions sont au niveau de l'onglet Q&A là. Ouais, mais il y en avait aussi au début dans le chat, c'est pour ça que je remontais un petit peu. La plupart des questions du chat ont été reposées sur cet onglet. Ok, super. Comment je fais du coup? Je prends les questions dans l'ordre? Oui, oui. Ok, super, pardon. Alors du coup, peut-on utiliser GraphQL avec un programme écrit en C? La réponse est oui. Attends, je vais chercher rapidement. C'est GraphQL Library parce que ça m'intéresse. Il y a libGraphQL Parser qui est en C++. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de librairie C là, comme ça, en faisant une recherche rapide. Donc, il y a peut-être un créneau, si jamais tu veux te lancer, Steph, pour faire une librairie en C. Comme c'est quand même du réseau, c'est quand même assez haut niveau, donc c'est vrai qu'en général, il y a plutôt des librairies pour le Swift, le TypeScript, le Golang, le Rust. Voilà. C'est plutôt ce genre de langage qu'on target. J'ai lu sur un post que GraphQL est single endpoint. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule URL. Alors, si je reviens sur la page de GitHub, GitHub Explorer, et que je partage mon écran.
Donc, quand vous allez dans la page, dans la doc de GitHub, vous allez sur Introduction à GraphQL. Et là, où est-ce que c'est? C'est pas là. Overview. C'est caché, hein? Ah voilà, Root Endpoint. Donc vous avez Root Endpoint. Et donc très clairement, ben voilà, c'est ça. Donc c'est https://api.github.com/GraphQL. Vous donnez ça à votre développeur front et il a tout ce qu'il faut pour faire toutes ces requêtes. Si j'essaye de le taper, je pense que ça ne va pas me donner grand-chose, ça va me donner une erreur 500, oui, voilà, parce qu'il faut que je sois authentifié. Mais c'est vraiment une seule requête. Donc ça, c'est quand même pratique, il n'y a qu'une seule chose à transmettre. Ensuite, comment fait-on pour restreindre certaines données? Donc, pour restreindre l'accès à certaines données, ça, c'est du boulot de back-end, en fait. Donc, ça va être à ton développeur back de gérer ça. Donc, toutes les librairies back-end ont le support de l'authentification, hein, que ce soit Apollo Server, GraphQL, Kotlin, qui sont les deux que je connais bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux citer? Je ne sais plus. C'est les deux que j'ai en tête. Mais elles supportent tous une authentification. Donc, en général, c'est fait avec un token. Je partage toujours mon écran, donc c'est bien. Je peux aller directement sur la page de GitHub. Donc, si je reprends toujours l'exemple de GitHub, ça demande un token, un Personal Access Token, qui est mis en header HTTP. Donc, et je pense que c'est une question qui était aussi posée tout à l'heure. GraphQL, c'est fait sur du HTTP finalement. Donc, je compare toujours GraphQL et REST, mais à la fin, les deux sont sur HTTP. Et donc, tu peux restreindre l'accès aux données comme ça. Si jamais quelqu'un a un mauvais token, tu renvoies une erreur 404. Question de Yves qui disait « Je pensais que ça sert juste à consulter les données et non à en créer. » Eh bien non, tu peux en créer. Donc, comme on l'a vu, je peux changer mon statut. Je peux aussi créer un nouveau commentaire ou une pull request, par exemple. Ça, c'est très pratique. Si tu veux faire… Est-ce que ça permet de créer la structure de la base de données comme avec un ORM? Une question qui a été posée derrière. La différence avec un ORM, c'est que tu n'as pas accès à toutes les tables directement. Donc, il faut exposer, et il y a une couche d'abstraction en fait par-dessus l'ORM qui te dit c'est qui est exposé par la base de données. Donc, tu ne vas pas en GraphQL directement pour faire le parallèle avec SQL, tu ne vas pas faire un select étoile parce que ça serait dangereux d'exposer ça à n'importe qui. Mais par contre, tu vas avoir un développeur back qui va créer un service qui va te permettre de faire cette sélection. Et donc, il va devoir coder, lui, le SQL de son côté. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Tu as des services que je n'ai pas en tête, mais qui te permettent de prendre une base de données PostgreSQL et directement de l'exporter en GraphQL. Alors, j'imagine que voilà, il doit faire attention, il doit y avoir des choses pour gérer un peu la sécurité et pas permettre à n'importe qui d'écrire n'importe quoi dans la base de données. Mais il y a des choses comme ça qui existent. Comment se passe la gestion des erreurs comme en REST? C'est une bonne question. En GraphQL, vous allez toujours avoir pas d'erreurs au niveau HTTP. Ça renvoie toujours 200 en fait. Donc ça, au début, ça me perturbait un petit peu. Mais en fait, et là, je vais repartager mon écran. Ce sera plus visuel. Explorer. Si j'essaye de faire un truc qui n'existe pas, donc je ne vais pas faire une mutation parce que je ne veux pas faire n'importe quoi sur mon GitHub. Mais si je récupère un repository qui n'existe pas, qu'à l'intérieur, je demande un ID, donc quelque chose comme ça. Ben voilà, donc j'ai
quand même une réponse, donc HTTP 200, mais dans les datas, il n'y a rien, repository est nul, et j'ai une erreur à la place. Donc c'est comme ça que c'est géré. Alors une chose qui peut être qui est assez marrante, c'est que vous pouvez avoir des réponses partielles. Donc si je demande le repo Apollo Android, voilà, pas content. Donc si je demande deux repos, je vais demander repo 1 et repo 2. J'ai une erreur, hein, mais j'ai quand même le repo 2, vous voyez. Donc, si je peux demander, par exemple, quelque chose qui soit un peu plus parlant, le nom. Donc, ça peut gérer des réponses partielles. Donc, ça permet d'être très flexible sur la gestion des erreurs. Que dire d'autre? Oui, vous pouvez aussi quand même avoir des erreurs aussi au niveau réseau. Donc là, c'est comme d'habitude, hein, si votre requête HTTP ne passe pas, vous aurez une erreur aussi. Pour finir, un dernier truc sur la gestion d'erreurs, parce que ça, c'est un de mes sujets préférés. Une manière aussi de faire, c'est d'envoyer les erreurs, de modéliser les erreurs dans votre schéma. Donc, au lieu de renvoyer des erreurs dans l'objet errors, vous pouvez définir des types d'erreurs, un peu comme si vous faites du Kotlin, des sealed classes, qui sont en GraphQL et qui vous permettent d'attacher des données à vos erreurs pour faire de la gestion d'erreurs un peu plus fine. Peut-on associer GraphQL et Swagger? En fait, je pense que oui, mais je pense que l'intérêt de GraphQL, c'est justement de ne pas avoir besoin de Swagger. Vu que Swagger, c'est un langage de description d'API, et que par définition, en fait, une fois que tu as défini ton schéma GraphQL, ton API, elle est définie, donc tu as toute la documentation qui est autogénérée, etc. Donc, je pense que tu peux le faire si tu veux, mais c'est sûrement du travail en double. Est-il possible d'encrypter la réponse? Bonne question. HTTPS, bien sûr, si tu encryptes ton transport. Je n'ai pas de connaissance d'autres implémentations qui encryptent. Il faut savoir que dans l'absolu, tu peux faire du GraphQL sur le protocole que tu veux. Donc, tu pourrais faire du GraphQL sur Protobuf, par exemple, ou du GraphQL sur autre chose que HTTP. Personnellement, je n'ai jamais vu du GraphQL sur autre chose que HTTP et JSON, donc, voilà. Mais c'est possible. C'est juste qu'il va falloir développer tous les outils. Et oui, pour revenir sur la gestion d'erreurs, on a vraiment une réponse HTTP 200 avec une erreur. Je ne sais pas si vous voulez la démo, mais allez dans l'explorateur GitHub, faites la même requête que moi avec un ID qui n'existe pas. Et vous allez voir que HTTP, ça répond 200. En fait, pour exactement la raison que j'ai dit, que vous pouvez avoir des données partielles. Donc, ça peut être intéressant, même si vous avez une erreur sur une partie du graphe, d'avoir les données sur le reste du graphe. Question de Steph, comment sécuriser l'accès aux API avec GraphQL? Donc, ça, ce n'est pas spécifié par GraphQL. Si tu vas sur la spec, il n'y a pas de spec là-dessus. Donc, c'est au développeur back-end de voir. Pareil, j'allais dire 99%, mais peut-être un peu moins. 95%, c'est un token voilà, qui est passé en header HTTP, exactement comme GitHub fait, voilà, et qui est après interprété côté back-end. Question, comment faire des tests de ces API avec GraphQL? Tu peux préciser un peu, tu veux tester le back-end ou tu veux tester côté front-end, par exemple, avec des tests fonctionnels? Si c'est côté back-end, tu peux tester très facilement avec les outils comme l'Explorer GitHub. Donc vraiment, si vous devez déployer GraphQL chez un client ou chez vous,
Vraiment, ma recommandation, c'est d'utiliser... Ah, côté front-end, OK. Ma reco, c'est de déployer un graphical, donc une instance d'Explorer comme GitHub, parce que ça permet de tester très facilement. Si vous voulez tester côté front-end, alors souvent, ce que j'ai vu faire sur Android, c'est des mocks, donc un JSON, vous prenez le JSON d'une réponse qui marche. Et sur Android, il y a quelque chose qui s'appelle Mock Web Server, qui est en fait un petit serveur local que les gens peuvent déployer et qui permet de faire des tests très facilement. Ça permet de faire des tests fonctionnels, par exemple. Vous dites, là, j'attends une réponse avec ce JSON, et la prochaine fois que le serveur voit une requête, il va renvoyer ce JSON avec les données moquées. Sinon, quelque chose que j'aimerais bien faire, mais qu'on n'a pas encore dans Apollo Android, c'est la possibilité de définir les données directement, de construire vos structures de données, et puis de moquer sans avoir besoin d'un mock web server, juste un niveau au-dessus, mais ça, on ne l'a pas encore. Mais c'est aussi possible de moquer complètement ton service, selon la couche où tu te bases. Si tu as une API qui renvoie des utilisateurs, par exemple, moi, ce que je conseille souvent, c'est de faire un fake de cette API et qui renvoie des fausses données. Qu'est-ce que je recommande en matière de sécurité? Alors là, je vais utiliser mon joker, hein. La sécurité, moi, je sais pas, c'est pas trop mon truc. Avoir de l'authentification, c'est sûrement bien, parce que comme ça, vous pouvez savoir qui tape sur votre API. Vous pouvez aussi faire du rate limiting si jamais quelqu'un tape trop sur l'API. Donc, avoir de l'authentification, c'est bien. Après, les détails de comment faire, là, je vais faire Joker. Faire du HTTPS, mais bon, ça, maintenant, ça fait du HTTPS. Et que dire d'autre sur la sécurité? Désactiver ouais, peut-être ça, désactiver l'introspection. Donc, l'introspection, c'est très pratique pendant le développement. La capacité d'exposer tout le graphe. C'est super pratique pendant le développement, mais une fois que vous êtes en prod, ou alors si vous avez un réseau externe qui n'est pas sécurisé, désactiver l'introspection, ça fait quand même une couche de sécurité supplémentaire. Qu'est-ce qui peut motiver, question de Dimitri, qu'est-ce qui peut motiver la migration d'une API REST au GraphQL? De mon expérience, il y a deux principales raisons. La première raison, c'est une migration côté back-end d'un monolithe. Ça, c'est ce qu'on a fait à Dailymotion. Donc, c'est permettre d'agréger plein de microservices sous une seule structure de données. Donc, pour ça, c'est très puissant. Ça permet d'avoir des microservices dans plein de technos différentes qui parlent le même langage. Et puis, la deuxième raison, c'est ce que j'expliquais sur la synchronisation entre les devs front et les devs back, quand vous commencez à avoir des grosses équipes. Le fait qu'il n'y ait plus besoin de créer des Jira pour rajouter un champ, le fait que les champs deviennent dépréciés automatiquement, le fait qu'on puisse analyser l'utilisation du graphe à un haut niveau, tout ça, c'est quand même des outils très pratiques. Et même le fait que la doc soit autogénérée pour le développeur front, c'est vraiment très, très, très confortable. Si c'est un projet perso, je ne vais pas forcément vous dire de faire du GraphQL. Si c'est votre projet perso pour votre site web, ça peut aussi être overkill, mais très franchement, les outils ont atteint une bonne maturité. Donc, même pour ça, à la limite, ça peut valoir le coup, juste pour le tooling. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. À mon avis, non. S'il y a d'autres questions, je suis sur Twitter. Vous avez dû me voir sur le Twitter du GDG Libreville. Ah, une dernière question. Peut-on faire des traitements avec GraphQL? Donc, il n'y a pas de logique dans GraphQL. Ce n'est pas un langage de programmation. Le truc le plus avancé que tu peux faire, c'est des include. Donc, tu as une sorte de
if, mais c'est un if très très limité, où tu peux, sur une certaine condition, ne pas demander une variable, mais c'est toute la logique que tu peux faire. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, ouais, comme je disais, n'hésitez pas. Si vous avez des questions Kotlin, Android, Swift, je suis super ravi d'y répondre. Si vous avez des questions web, je suis aussi content d'y répondre, mais sûrement que je ne pourrai pas, donc je pourrai transmettre. En tout cas, vous avez mon Twitter, n'hésitez pas à envoyer les questions. Et merci encore à Romaric et Dimitri et à toute l'équipe du GDG Libreville de m'avoir invité ce soir. OK. C'est nous qui te remercions, Martin, et surtout pour ta disponibilité et puis la science qui t'a permis de nous édifier sur ça. Je pense que plus d'un comme moi a eu sa dose de démystification. Voilà. Et c'est pas facile d'expliquer aussi ça, surtout avec des tests à l'appui. Voilà. Donc déjà, merci encore pour ça. Et connaissant les membres, ils ont déjà apprécié. Moi déjà, je vais approfondir le sujet, même sur un projet déjà perso. C'est pas sur un mastodonte que tu vas aller faire tes premiers jets. Voilà. Donc ça, et voir comment plus vulgariser ça. En fait, on l'utilise pas aussi parfois par méconnaissance même de l'existence ou bien des potentiels que ça regorge. En fait. Voilà. Donc, la question que j'ai plutôt envie de poser à l'assistance, c'est plus, après ça, est-ce que vous êtes plus GraphQL ou pas GraphQL? Bon, je pense que cette discussion, on va continuer ça dans le groupe WhatsApp. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint notre groupe WhatsApp, le lien sera dans le chat, n'hésitez pas. C'était aussi un plaisir de partager ça avec vous. Donc, merci déjà à tous les participants. On espère que ce sujet était intéressant, que vous l'avez trouvé intéressant comme nous et qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas aussi dans le groupe du GDG de proposer des sujets si vous aimeriez qu'on trouve des talkers qui sont déjà calés dessus. Voilà. Donc, c'est tout pour moi, Romain, sauf si j'ai oublié un détail avant de présenter rapidement aussi notre nouvelle plateforme des Meet. Juste les prochains events, je rappelle les prochains events. On aura le 27 là, on va parler d'Angular. Et en avril, il y aura les femmes à l'honneur avec la communauté Women Tech Maker. Yeah. OK. Donc,